Donc déjà, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, écoute, ça va très bien même. Tu peux te présenter rapidement, même si je pense qu'il y a beaucoup de monde qui te Oui, connaissent. bien sûr, je peux. Donc, Antoine Bozin, j'ai 46 ans déjà, ça passe, hein. Et je suis auteur de jeux, en gros, à plein temps depuis, sans dire de bêtises, 2011. Donc, ça fait 15 ans que je fais ça à plein temps, mais j'ai commencé à faire des jeux, en gros, au début des années 2000, mes premiers prototypes. Donc, ça fait bien 20 ans que je fais des jeux et ça fait 15 ans que je fais ça à plein temps, quoi, en gros. Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Et ben moi je voulais faire du jeu vidéo à la base. Moi j'ai grandi avec Nintendo et Sega et du coup quand j'étais grand enfant pré-ado, quand j'ai su que faire des jeux vidéo c'était un métier, ben, je me suis dit bah moi je veux faire ça, ça a l'air d'être le meilleur métier du monde. Donc j'ai fait des études en informatique, alors je n'étais pas spécialement très doué, pour pouvoir rentrer dans une école de jeux vidéo qui s'appelle maintenant l'Engmin, qui s'appelait pas encore comme ça à l'époque, qui est une école de jeux vidéo qui est assez connue en France maintenant. À l'époque, moi c'était la deuxième promo, donc c'était vraiment très, on va dire, c'était vraiment très roots. Et j'ai essayé de bosser dans le jeu vidéo, mais le problème que j'ai rencontré, c'est que quand tu étais un petit jeune, en fait, on ne te confiait pas les boulots de création, qu'on te faisait Non, bosser tu faisais du sur du code, modeling ou sur du... du patch, Ouais. voilà, plein de trucs, mais on ne te demandait pas à toi de faire les concepts de jeu. Et moi, ce que je voulais faire, c'était les concepts de jeu, notamment parce que j'étais pas bon pour ni programmer, ni faire de l'image, ni faire du son. Et du coup, j'ai pas trop trouvé ma place en jeu vidéo. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à fréquenter des cercles de jeux. Ça commençait un peu. Il n'y avait pas tous les clubs qu'il y a maintenant, mais il y avait déjà des rassemblements de joueurs. Et c'est là que j'ai commencé à jouer, à découvrir le jeu moderne. Et exactement en même temps, j'ai commencé à faire mes propres protos, parce que justement, je m'étais dit le jeu vidéo, j'ai pas les compétences pour le faire tout seul chez moi, parce que à nouveau, je suis toujours nul d'ailleurs en programmation, en son et en image, mais je me suis dit, jeu de société, c'est pas mal, parce que par contre, découper du papier et faire des cartes ou des plateaux dessinés à la main, ça, par contre, je peux le faire, quoi. Donc j'ai commencé à faire mes premiers jeux, mes premiers protos. Voilà, on est au début des années 2000. Hein. On est à l'époque où sortait Aventureros du Rail, Puerto Rico. Voilà, c'était cette époque-là. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai fait mes protos. Les premiers étaient pas bien, forcément. Puis ceux d'après étaient un peu mieux, jusqu'à ce que je signe mes premiers jeux en les présentant dans des salons. Pareil, là, voilà, c'était il y a 20 ans, donc quand tu avais un proto dans un salon à l'époque, il y avait peut-être 3-4 auteurs en France qui avaient un proto dans un salon, alors que maintenant, dans les salons, tu as au minimum 30 auteurs qui ont des projets à présenter, donc c'est plus compliqué. Mais à l'époque, voilà, c'était pas trop dur d'arriver à faire jouer des éditeurs, parce qu'on n'était pas tant que ça. Et de fil en aiguille, j'ai signé mon premier jeu avec Mathieu Despnous chez Cocktail Games, qui s'appelait Chabyrinthe, qui est toujours commercialisé d'ailleurs. Et puis dans la foulée, il y a eu Ghost Stories, il y a eu Bakong, et puis un peu plus tard, Seven Wonders et toute la gamme qu'on a découlée. Ouais. Ok. Du coup, toi, t'as quand même signé assez rapidement ton premier jeu, ou non, il y a quand même plusieurs années de développement? Il y a eu quelques années, ouais, parce que je commence mes premiers protos en 2003-2004, à la louche, je sais plus exactement, et je signe Chabyrinthe en 2007. Donc, toi, il y a quand même eu, on va dire, 3 ans où j'ai commencé à bricoler mes propres protos, à faire des trucs vraiment pas terribles, jusqu'à arriver à commencer à faire des trucs qui tenaient la route, quoi. Après, c'est sûr que, tu vois, par exemple, moi, je commence à essayer des petits trucs, mais vraiment pour m'amuser, parce que moi, mon métier de base, je suis monteur dans l'audiovisuel, donc pour le coup, l'image, c'est un peu mon métier. Et je me dis des fois, dans mes temps perdus, comme je suis freelance, je m'amuse. Et c'est vrai que la chose la plus dure, c'est pas forcément l'idée, c'est vraiment de faire fonctionner le jeu et d'avoir un bon équilibrage et que ça soit ludique, pas juste pour toi. Et c'est la partie la plus dure, je pense, du métier d'auteur. C'est pas forcément avoir les idées, parce que les idées, on peut les avoir entre guillemets assez rapidement, surtout quand on a déjà fait plein de jeux, on connaît, on a on va dire une culture jeu, mais après entre avoir l'idée et faire un jeu, il y a un gap énorme. Ouais, bien sûr, comme tu dis, l'idée, c'est presque la partie facile. Alors après, il y a des gens qui sont plus ou moins créatifs et c'est plus difficile à contrôler, mais
Même à partir du moment où tu as une bonne idée, et c'est là que ça devient un travail, il y a énormément de choses à faire pour que tu aies un prototype qui tienne la route, qui soit intéressant, qui marche dans plusieurs configurations, que tu as envie de rejouer, dont les règles sont pas trop compliquées. Enfin, tout ça, c'est énormément de travail. Et effectivement, l'idée, moi j'ai tendance à dire que c'est la partie facile du boulot. Ouais. Tu as quand même plusieurs prototypes en même temps, tu travailles sur plusieurs prototypes en même temps, ou par année tu dis, j'ai ces 2-3 projets que je sens bien et que je veux pousser au bout, ou non, t'en fais plein et après tu développes au goutte à goutte plein de trucs. Alors jusqu'à très récemment, j'avais vraiment plein de projets à la fois. Donc je pouvais travailler entre 5 et peut-être 10 projets en même temps. Là, depuis 2 ans et depuis notamment la création de Playpunk qui me prend pas mal de temps, donc côté édition, là je suis plus swappé j'ai un projet perso. Et là, je l'ai fait, les projets que je fais tout seul, je les fais les uns après les autres. En gros, je bosse sur le développement, me prend une année et je les prends un par un. Avec des petits à côté, j'ai des projets avec la team Kaedama où j'ai toujours un petit projet en co-autorat à côté. Mais c'est vrai que je suis passé je bosse sur plein de projets à je bosse sur une poignée de projets un peu plus triés en amont. Effectivement, des trucs où je suis vraiment certain que ça a du potentiel. Principalement parce que déjà, tu arrives à un moment où c'est pas forcément simple de se renouveler. J'ai pas envie de refaire des jeux qui ressemblent à des choses que j'ai déjà fait. Et aussi parce que, notamment, la boîte d'édition Playpunk me prend facilement la moitié de mon temps de travail en ce moment. Donc forcément, j'ai moins le temps de faire de la créa de mon côté, quoi. C'est sûr. Et après, dis-moi si je me trompe, tu as aussi la chance d'avoir déjà un socle de jeux qui te permet de pas avoir le besoin de sortir beaucoup de jeux par an. Par exemple, des jeux comme Seven Wonders ou Takenoko, qui sont des licences hyper fortes et qui te permettent d'avoir ce socle pour pouvoir continuer comme tu le sens le développement. C'est ces jeux-là qui m'ont permis de faire ça à plein temps, en fait, bien sûr, d'avoir la tranquillité d'esprit pour le faire. Et là, je te dis, c'est plus l'envie un peu de faire des nouveaux projets, de regarder un peu côté édition qui fait que je dois diviser mon temps. Mais effectivement, pour l'instant, la boîte d'édition, c'est beaucoup de travail et on ne s'est pas encore payé. Et c'est encore les jeux et les licences que tu as citées qui me permettent d'avoir le temps de pouvoir faire des éditions pour l'instant. Toi, pour la partie auteur, en tant qu'auteur, est-ce que tu as des thèmes préférentiels ? J'ai vu que tu faisais pas mal de jeux sur le thème du Japon. Je sais pas si c'est ton thème préférentiel ou si t'en as d'autres. Dans les premiers jeux que j'ai fait, il y a souvent eu le Japon parce qu'effectivement, c'est une culture que j'aime beaucoup. Et aussi parce qu'à l'époque où je fais tous ces jeux, donc Takenoko, Tokaido, il y a eu Samurai Spirit. À cette époque-là, à nouveau, il y a moins d'auteurs et d'autrices. Et le Japon, c'est pas un thème qui est trop vu encore. Là, je t'avoue que depuis quelques années où le Japon est devenu un peu le pays à la mode et il y a énormément de jeux qui sortent sur le Japon, du coup, j'ai plus trop envie de faire des jeux sur le Japon, quoi, parce que j'aimais bien le faire quand j'étais un peu le seul à le faire. Oui, si c'est pour que tu sortes un jeu sur le Japon, parmi les jeux sur le Japon, l'intérêt... Maintenant, si tu le fais, ça devient vraiment dur. On va te dire encore un jeu sur le Japon, ou comme on va te dire encore un jeu à thème nature, là, parce que c'était le dernier thème à la mode, tu vois. Donc ça me plaisait bien de le faire quand c'était assez original. Là, maintenant, aujourd'hui, je le ferai plus parce que c'est devenu trop classique, quoi. Et du coup, aujourd'hui, ça serait plutôt quoi, du coup, ton thème que tu aujourd'hui, bien ? Je pense que c'est une vraie problématique, en fait. Autant avant, ça me venait naturellement parce qu'il n'y avait pas tant de jeux que ça, que maintenant, si je dois me lancer un nouveau projet, je vais vraiment me poser la question de un truc nature, non, les trucs nature, il y en a eu plein, je vais surtout pas faire un truc nature, même si à la base, c'est un thème qui me plaît, tu vois, c'est un truc qui me peut me parler. Là, il y a eu trop de jeux sur la nature, je vais pas le faire, donc je vais plutôt essayer de choisir mon thème en opposition avec ce qui est à la mode, tu vois. Il y avait un moment dans le jeu de société, il y avait plein de jeux à thème western. Dans une année où les zombies, à un moment, t'avais les zombies, donc j'essaye plutôt de dire. C'est vrai qu'il y a des modes. Ouais, souvent. Je te dis là, c'est les jeux nature ces 2 dernières années là, peut-être la dernière année, là, t'as eu plein de jeux à thème nature, tu vois. Et là, au moins, je sais pas combien qui sort par an. C'est vrai que le thème nature, c'est le thème, on va dire, un peu à la mode. Et du coup, toi, je sais pas comment dire, à quel moment tu t'es dit ok, j'ai fait le tour, même si on fait jamais le tour en tant qu'auteur, et tu t'es dit bon, je vais lancer cette boîte d'édition qui est Playpunk. Il y a vraiment cette notion de j'aimais vraiment bosser sur des projets parce qu'il y avait un côté, c'était une activité originale. Là maintenant, il y a énormément de jeux qui sortent, vraiment des kilos, et je pense vraiment des kilos en trop aussi.
Il y a plein de jeux qui passent complètement inaperçus, et pas forcément des mauvais jeux, tu vois, même il y a des bons jeux qui passent inaperçus dans la masse. Donc c'était assez cohérent avec cette volonté de j'ai envie de faire moins de jeux et d'être sûr que le projet sur lequel je bosse cette année, il ait une vraie chance d'exister, tu vois, de prendre de la lumière. Et à nouveau, quand je dis ça, c'est au-delà de sa qualité intrinsèque, tu vois. Je pense qu'il y a plein de bons jeux qui font des chiffres de vente très médiocres parce que noyés dans la masse et tout. Donc ça c'était vraiment un des premiers éléments. Et le deuxième élément, c'est que j'ai toujours eu cette petite frustration dans les jeux que j'ai travaillé avec des éditeurs, et même quand ça s'est très bien passé, que le jeu ne ressemblait pas vraiment à ce que j'avais projeté pendant le développement. Parce que forcément, pendant le développement, tu bosses, tu réfléchis à ton jeu tous les jours. Donc, dans ta tête, il prend aussi une forme physique au bout d'un moment. Tu vois le plateau de cette taille, tu imagines tel type d'illustration. Et forcément, l'éditeur, quand il prend le projet, et c'est bien normal, il met sa patte dedans et c'est rare que ça soit complètement synchro avec ta vision à toi. Et ça, c'est toujours un truc que j'ai un tout petit peu regretté, parce que quand je bosse sur un jeu, je vois vraiment, j'aime bien imaginer le truc de A à Z. Et du coup, l'édition, c'était un moyen de justement faire le morceau que tu fais pas en tant qu'auteur, qui est la partie éditoriale, donc la direction artistique, le choix du matériel et tout. Donc ça, c'est un truc que j'avais envie d'essayer de faire. Et l'autre raison, c'est aussi parce que j'ai monté Playpunk avec Thomas Provost, que je connais depuis très longtemps, puisque c'est un des cofondateurs d'Envo Productions, donc on a bossé sur plein de jeux ensemble, notamment toute la gamme Seven. Et je savais qu'il avait envie de revenir vers l'édition. Je savais qu'il ne le ferait pas tout seul de toute façon, parce qu'il y a aussi le plaisir de travailler avec des gens dans ce truc-là. Et donc, comme moi j'avais cette envie-là, ça a été assez facile de le brancher là-dessus et de basculer sur ce qui est devenu Playpunk, quoi. Mais je dirais qu'il y avait aussi une part ça a beau être un super métier, quand tu l'as fait pendant 20 ans, il y a quand même un moment où tu te lèves le matin et ta journée, ça va être la même que d'habitude, quoi. Tu vas répondre à des mails aux éditeurs, tu vas mettre à jour un prototype, tu vas le tester. Et je commençais à en avoir un peu marre de ça. Et pour pas me lasser, j'ai préféré réduire le nombre de jeux que je crée et essayer de faire autre chose qui me branchait, à savoir l'édition, quoi. C'est vrai que, en plus, moi, travaillant dans la prod, l'édition qui est assez proche, en tout cas j'ai l'impression qu'elle est assez proche d'un producteur au cinéma ou dans la publicité, et je trouve que c'est une autre facette qui est, je pense, aussi super importante, et qui est du coup, comme tu disais, il y a plein de jeux qui sortent dans le marché, et si l'édition n'est pas parfaite, le jeu peut être bon, mais il va être juste là sur une étagère et personne va le voir, et c'est vrai que du coup c'est assez dommage. Ouais, complètement, hein. Je sais pas trop où va aller le marché, tu vois, dans les 5 prochaines années, mais là il y a plus de jeux qui sortent chaque année. Alors il y a plus de joueurs et de joueuses aussi, donc c'est top. Mais il y a quand même, moi j'ai beaucoup d'amis dans la BD, tu vois, et la BD c'est devenu très très compliqué comme milieu, parce qu'il y a beaucoup trop de production par rapport à ce que les gens peuvent lire et acheter, et du coup il y a énormément d'auteurs et d'autrices qui en vivent pas, quoi. Donc j'ai un peu peur qu'on prenne le même tournant dans le jeu de société, avec cet avantage que par rapport à la BD, que nous on est sur un produit qui est quand même plus facile à vendre à l'international. Le jeu de société a quand même, si tu fais un bon jeu, qu'il est bien édité, tu arrives quand même à t'y retrouver financièrement, parce que tu arrives à vendre des jeux pas qu'en France, quoi, pour ce qui nous intéresse ici, quoi. Toi, comme tu as déjà tu fais Playpunk avec quelqu'un qui a déjà, on va dire, une expérience avec Repoprod, j'ai l'impression, je sais pas c'est quoi votre ligne éditoriale de Playpunk, mais par exemple que ça soit Captain Flip ou Zenith qui va sortir bientôt, les jeux sont assez simples en mécanique, mais hyper efficaces. C'est, on va dire, il n'y a pas de gras, c'est vraiment straight to the point, tu vois, c'est vraiment... On bosse ensemble depuis 20 ans, donc depuis le temps, on sait qu'on est synchro sur ce qu'on aime dans un jeu. Et le truc que tu cites, à savoir des jeux, effectivement, où il y a les règles restent très très simples, tout en offrant un maximum de possibilités en termes de choix et d'expérience. Et c'est des jeux auxquels on croit, tu vois. C'est des jeux où on sait que si on arrive à mettre ça dans un jeu, on va trouver un public. Et pas qu'un tout petit public de niche. Tu vois, quand tu fais un très gros jeu de 4 heures avec des milliards de mécanismes, il y a un public. Il y en a un. Mais c'est quand même les gens qui aiment ce type de jeu, ils sont pas tant que ça, quoi. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est arriver à trouver quelque chose qui va arriver à fédérer à la fois des gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer. Tu vois, Captain Flip, à ton tour de jeu, tu tires une tuile, tu la retournes et puis tu la places, quoi. Mais
dont les profondeurs de choix et dans l'expérience vont quand même plaire à des gens qui jouent beaucoup. Tu vois, on a plein de gens qui jouent à Captain Flip, qui vont jouer à Ark Nova à côté et qui vont dire ouais, bah, Captain Flip c'est quand même super bien, quoi. Et nous on croit vachement à ça, un truc assez simple pour que tu arrives à embarquer un maximum de gens, mais assez intéressant pour que ça soit pas un jeu qui plaise qu'aux gens qui n'ont pas l'habitude de jouer parce qu'ils ont peu de culture ludique et qui savent pas que y a des jeux très compliqués avec plein de mécanismes, avec des pages de règles, avec tout ce que tu veux. Bah, c'est sûr, moi je fais un peu partie des jeux, j'aime bien les gros jeux, comme tu citais Ark Nova ou même Barrage, Terraforming, bon bref, j'aime bien les gros jeux. Et j'ai découvert du coup Captain Flip au Fige l'année dernière, j'étais avec ma femme, j'ai testé, j'ai dit oh, et il y a cette dopamine qui est un peu, qui est très proche du jeu téléphone, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très proche des jeux où tu joues comme ça sur ton téléphone et t'as cette dopamine, tu dis oh, et t'as envie de rejouer, et je trouve que c'est en soi ça c'est super efficace. Ouais, mais ça fait sens ce que tu dis, parce que tu vois, Captain Flip, c'est un jeu qui marche très bien sur BGA, justement. Parce que la partie est très rapide, tu fais juste quelques clics, parce que forcément, l'interface gère toute la manipulation pour toi. Et on voit des gens qui enchaînent, on a des stats, on voit qu'il y a énormément de parties jouées et que les gens enchaînent les parties. Et je pense que c'est, comme tu dis, ça rejoint un peu cette expérience de plaisir immédiat dans une durée courte aussi, parce que c'est pas un truc où tu lances une partie parce que tu sais que ça va durer 5 minutes et pas 3 heures comme le Barrage ou je sais plus si t'es comme ça. C'est sûr. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est le jeu que moi j'arrive à sortir, que ça soit avec mon père, qui est pas du tout joueur, ou avec mon fils de 4 ans, qui comprend les règles, qui a compris les règles directement. Ouais. Et je trouve que c'est, pour moi, même si j'aime les gros jeux, l'essence même d'un jeu, c'est de passer des bons moments avec des personnes qu'on apprécie. Moi, c'est un truc que j'adore. Alors, j'ai pas fait vraiment de gros jeux, mais j'ai fait des jeux plus ou moins complexes. Et vraiment, un des trucs que je préfère et le meilleur retour d'expérience que j'ai en tant qu'auteur, c'est effectivement quand sur des salons, tu vois des gens et qui n'ont pas forcément beaucoup de culture ludique, quoi, qui sont des fois là, ils sont rentrés parce qu'ils ont vu qu'il y avait des jeux, ils se sont dit tiens, on va essayer, et qui prennent du plaisir à une table parce que les jeux sont accessibles. C'est vraiment un des trucs que j'adore, quoi, en fait. Que voilà, effectivement, comme tu dis, si tu as une table où tu as un enfant de 5 ans qui arrive à jouer avec l'oncle qui a joué qu'au Uno et la grand-mère qui connaît que le Scrabble, et que ces gens-là, ils s'amusent autour de Captain Flip, tu vois. Là, c'est vraiment un truc que je trouve super gratifiant en tant qu'auteur ou éditeur, hein, selon de quelle casquette tu as à ce moment-là, quoi. Là, je vais rebondir du coup sur BGA. J'ai vu que vous avez sorti Zénith en avant-première sur BGA avant la sortie physique. Est-ce que c'est un peu l'évolution que le jeu de société va avoir, peut-être avec des jeux qui sortent que sur BGA et qui vont plus sortir en physique pour certains, ou comment tu vois la chose sur ça? Alors c'est marrant, je t'avoue que on s'est déjà fait la réflexion de est-ce que ça serait intéressant de sortir un jeu directement sur BGA. C'est une question qu'on s'est posée. Nous, en fait, on le fait... Alors attends, comment te dire? Déjà, on le fait parce qu'on croit à mort à notre jeu. Parce que le risque, tu vois, quand tu le sors sur BGA, c'est que comme tout le monde va l'essayer gratuitement, si ton jeu ne tient pas la route, personne ne va l'acheter. Parce que tout le monde l'aura. Enfin, personne, je me comprends, mais tu vois, ça va pas... Tu vas faire peut-être moins de ventes. Ouais. Nous, on sait qu'on a bossé à fond sur nos jeux, on y croit, donc on se dit, le fait de faire essayer les jeux aux gens, ça va les convaincre, et ils vont aussi aller acheter une boîte pour jouer la vraie expérience, que mine de rien, sur BGA, t'as pas exactement 100% d'expérience. T'as pas le 2, par exemple. Ouais, bien sûr. Mais du coup, voilà, nous, on l'a fait pour Captain Flip, on avait mis le jeu 3 mois gratuit avant la sortie, et du coup, en nombre de joueurs que tu touches, c'est énorme. J'ai plus les chiffres, mais tu vois, peut-être avant la sortie, il y avait peut-être 8000 joueurs qui avaient joué à Captain Flip, quoi. Avant que toi, avec ta boîte de démo, tu fasses le tour des salons, que tu ailles expliquer les règles, que tu prennes ta voiture, que tu passes des week-ends où tu n'es pas dans ta famille, tu vois, avant de faire jouer 8000 joueurs, je sais pas si t'imagines le nombre de salons que tu peux faire. Donc BGA, pour ça, c'est incroyable. En fait, c'est un outil marketing qui coûte pas très cher, parce que tu vois, un jeu comme Captain Flip, je peux te donner les chiffres, je crois que c'était environ 3000 € à développer, tu vois. Oui, donc c'est pas non plus... C'est pas non plus un budget de folie. Pareil, si tu compares à faire 10 salons avec le trajet, l'hébergement, la nourriture... C'est peut-être 3000, quoi. C'est 3000, c'est rien. En fait, c'est imbattable, et tu fais jouer un maximum de gens. Par contre, attention, il faut que tu sois sûr que ton jeu il tienne bien la route, parce que sinon les gens, s'il est pas bien, ils vont l'essayer, ils vont dire ok, ça c'était pas bien, et quand ça sort, il faut oui, mais ça j'ai déjà joué, je suis passé à autre chose parce que c'était pas bien. Donc t'as quand même on va dire le double tranchant, quoi. Mais nous, ça a bien marché sur Captain Flip, et du coup on fait pareil sur Zénith. Là, le jeu sort. Alors finalement, il sort
début mars, qu'on a un tout petit retard de prod. Il y aura des boîtes à cannes, mais en boutique, il arrivera un peu après. Alors qu'idéalement, on préfère qu'il arrive un peu avant. Il arrivera un peu après, mais à nouveau, tu peux jouer gratuitement sur BGA pendant 3 mois. Et après, on le passe en formule payant sur BGA. Et à nouveau, souvent, ça fait râler parce que les gens, quand tu leur as donné quelque chose de gratuit, que ça passe en payant, ils disent pourquoi c'est payant? Parce qu'en fait, il y a des auteurs, il y a des gens qui ont travaillé sur le jeu. Et il y a une économie. Après, sur BGA, payant 36 € l'année, c'est pas non plus. Ouais, bien sûr, mais tu sais, le fait de proposer quelque chose de gratuit qui passe payant, tu as toujours des gens que ça fait, quelle que soit la somme. Là, en l'occurrence, on est d'accord que la somme, elle n'est pas inaccessible, mais tu as toujours ce petit effet-là, quoi. Mais bon, après, il faut bien qu'on ait un développeur. Tu vois, sur Zenith, par exemple, le développement, ça coûte beaucoup plus cher que. Oui, parce qu'il y a un peu plus il y a un peu plus de codage sur Zenith que sur Captain Fleet, j'imagine. Mais du coup, pour revenir sur Zenith, et pareil, je sais pas c'est quoi la ligne éditoriale, comment vous choisissez vos jeux chez Playpunk, mais j'ai l'impression c'est pas du tout le même public. C'est un peu plus compliqué quand même que Captain Fleet, mais il y a toujours ce côté un peu dopamine, un peu jeu vidéo que je retrouvais sur Captain Fleet et que je retrouve sur Zenith. Ouais, il y a effectivement, donc là on est dans un jeu de ce qu'on appellerait plutôt un jeu initié. Effectivement, c'est un petit peu plus technique. Tu vas peut-être pas pouvoir jouer avec un enfant de 5 ans et la grand-mère de tout à l'heure, ça va être plus compliqué. Sauf s'il joue beaucoup, hein. Sinon déjà joué 2-3 jeux, c'est pas si. Mon fils joue beaucoup, mais je pense que c'est un chouille trop tôt. On est d'accord, c'est un jeu d'un niveau dessus, mais à nouveau, c'est un jeu où à ton tour de jeu, tu joues une carte. La règle, à ton tour de jeu, tu joues une carte. Tu vois, c'est pas un jeu avec des sous-blocs action 1, action B4, action B4, petit A, petit B, petit C, quoi. C'est à ton tour de jeu, tu joues une carte. Donc, et à nouveau, on croit à mort le système de règles, il est quand même très simple. Une fois que je t'ai expliqué les règles de Zenith, tu t'en rappelleras tout le temps. Tu seras jamais obligé de replonger dans les règles. C'est sûr. À ton tour de jeu, tu joues une carte. Plus l'iconographie est quand même assez bien réussie. Ouais, on a passé énormément de temps là-dessus, quoi. Même sans lire les cartes, on comprend direct. Pardon, je t'ai coupé. J'ai dit même sans lire les cartes, avec l'iconographie, on comprend direct ce qu'on doit faire. C'est efficace. T'as une aide de jeu. Hein. La première partie, tu vas regarder un peu le lexique de l'icono, mais une fois que tu auras fait ta première partie, tu n'oublieras jamais les règles et tu te rappelleras de l'iconographie d'à peu près toutes les cartes parce qu'elle est assez logique, quoi. Et à nouveau, ça, c'est énormément de boulot. On passe énormément de temps à essayer que ça se passe comme ça à la table, quoi, que ça soit le plus simple possible d'accès. Et que tu te rappelles des règles que t'es pas besoin de les répéter ensuite, quoi. C'est sûr, en tout cas, moi, Zenith, ça fait partie des. Je suis déjà à 50 parties sur VGA. J'ai vraiment adoré ce jeu. Et je pense que ça fait partie des 3-4 jeux, on va dire, initiés que j'attends avec impatience. Je suis pressé de voir ce que ça peut donner en 2 contre 2, parce que je pense que ça peut donner encore une essence assez différente et assez fun. On a un super mode de contre 2, on est très content. Pareil, on a mis longtemps à le trouver, on a testé plein de variantes. En fait, il était dans le prototype, il y avait déjà le mode de contre 2 quand les auteurs, mais il n'était pas satisfaisant et on a vraiment bossé avec les auteurs pendant très longtemps à essayer plein de trucs pour vraiment trouver un mode de contre 2 qui nous plaise vraiment. Et pour te dire à quel point on en est content, c'est qu'au début, on s'était dit, bon, attention, quand on fait des démos du jeu, on fait que des démos à 1 contre 1, parce que c'est un jeu 1 contre 1, et il y a quand même une variante 2 contre 2, quoi. Et en fait, on a tellement eu des chouettes parties et des bons retours du mode 2 contre 2 que maintenant, en fait, on s'en fiche. Si les gens sont 4, on dit, pas de problème, votre première partie, vous la faites en 2 contre 2, et il n'y a pas de souci, ça va très bien se passer, quoi. Mais à nouveau, quand tu lis la règle, je sais pas si tu as déjà lu la règle, mais quand tu lis la règle, même si tu n'as pas joué, tu vas te dire, ah bah oui, évidemment, ils ont fait ça, ça et ça, c'est malin, quoi. Mais en fait, ça et ça qui est malin, en fait, on a mis peut-être 1 an où on y a réfléchi avant de trouver le truc qui était vraiment... Le petit truc... Parce que le 2 contre 2, si je me rappelle bien, c'est chaque personne contrôle une partie et le bleu c'est pour les deux, c'est ça? Les coéquipiers jouent côte à côte et celui de gauche peut jouer que sur les 3 planètes de gauche et celui de droite sur les 3 planètes de droite. Donc la Terre qui est au milieu peut être jouée par les 2 coéquipiers. Et l'action de diplomatie dans le mode par équipe te permet de te faire passer des cartes, notamment celles que tu peux pas jouer parce qu'elles sont pas de côté. Et en fait, tu vois, c'est pas grand chose. La différence entre le mode 2 joueurs et le mode 1 contre 1, il y a cette règle-là et le fait que les ressources soient communes, en gros. Il n'y a pas grand-chose, mais en fait, on a mis énormément de temps à trouver ce pas grand-chose qui fait que c'est chouette en 2 contre 2. C'est pas grand-chose, et en même temps, je trouve que c'est beaucoup, parce que du coup, quand tu joues en 2 contre 2 et que
la différence 1 contre 1, quand t'es 1 contre 1, t'as ta propre programmation, tu dis je vais faire ça, je vais aller faire ça, alors que quand t'es en 2 contre 2, peut-être t'avais prévu un truc, l'autre il a prévu quelque chose d'autre, il prend les ressources, du coup t'as pas les ressources. Il y a un système il y a une petite règle de communication justement pour savoir ce qui est permis de dire entre les équipes, tu vois. Et là la règle elle est super simple, c'est en fait tu peux dire ce que tu veux, tu peux pas montrer ta main. Tu peux dire ce que tu veux du moment que l'équipe adverse entend ce que tu dis, quoi. T'as juste pas le droit d'aller discuter stratégie dans la pièce d'à côté, quoi, en gros. Et du coup, c'est chouette parce que du coup, tu discutes, mais forcément, ce que tu discutes, l'autre, ils entendent. Donc, toi, t'essaies de pas trop discuter, parce que à essayer de bluffer, à te faire des sous-entendus, et ça crée une chouette ambiance à la table, quoi. Après ce projet, bon, j'imagine que vous avez aussi d'autres projets en développement et vous partez sur un jeu par an ou après vous voulez essayer de développer plus? Alors, je dirais que intuitivement, on part sur un jeu par an parce que par rapport au temps qu'on y consacre, au temps qu'on y passe, de toute façon, on fera jamais plus, tu vois. Et pour l'instant, on n'a pas notre 3e jeu, en fait, hein. Donc là, on est bientôt au Festival de Cannes, je suis en train de trier, on reçoit plein de propositions, on commence à regarder s'il y a des trucs qui nous intéressent. Mais à nouveau, on est hyper sélectif, hyper pointilleux, parce qu'on cherche le truc que tu parlais tout à l'heure. On cherche des jeux où c'est une évidence quand ils jouent. C'est super simple et ça crée plein de richesses. Les 2 jeux qu'on a signés, au moment où on y a joué, on a fait oui, bien sûr, on le fait, quoi. C'est évident, c'est exactement ce petit truc qui est hyper excitant dans un jeu. Et ça, malheureusement, et à nouveau, ça veut pas dire que c'est des mauvais jeux, tu vois. On voit passer plein de jeux. Quand j'y joue, c'est cool, j'ai du plaisir. Mais je sais que je vais pas y jouer 20 fois, quoi. En fait, il y a beaucoup de gras, beaucoup de choses superflues qui sont peut-être un peu moins efficaces que ce côté direct qu'il y a dans ces 2 jeux. Cette envie d'en refaire des parties, elle est hyper importante, en fait. Tu vois, Seven Wonders, il se vend toujours aujourd'hui parce que les gens, et pourtant, tu vois, quand tu joues moi j'en ai fait vraiment beaucoup, hein, donc les parties au bout d'un moment, elles commencent à se ressembler, hein, quand tu joues. Alors sauf si tu joues avec toutes les extensions, mais si tu joues avec le jeu de base, ça se ressemble, tu vois. Mais il y a cette immédiateté, cette simplicité qui fait que tu as envie de refaire des parties, quoi. Et c'est vraiment un truc qu'on cherche, quoi. Et qui est pas si simple à trouver, et c'est pour ça que pour l'instant, là, au moment où on enregistre, on trie des propositions, mais on n'a pas encore le 3e jeu. Alors on a d'autres projets, on a une extension pour Captain Flip qu'on est en train de travailler avec les auteurs. On a de gros espoirs sur Zenith, donc on a déjà demandé aux auteurs de réfléchir à une éventuelle extension pour pouvoir effectivement, si ça se passe comme prévu, la sortir l'année d'après et pas trop tard pour que les gens que ça reste dans le sel du... parties, on sait qu'il y a des gens dans l'année de la sortie, ils vont faire 200 parties, quoi. Donc on veut que l'extension, elle arrive quand même assez tôt pour que ces gens-là puissent renouveler leurs parties rapidement. Donc on anticipe un peu, j'espère que le jeu va vraiment fonctionner, mais on anticipe un peu ce succès et on commence déjà à dire aux auteurs, vous endormez pas, commencer à bosser sur l'extension parce que vous avez vu qu'on met vraiment longtemps à développer parce qu'on est vraiment pénible et qu'on va chercher jusqu'à la micro-virgule. Donc commencez tout de suite parce qu'il faudra ce temps-là pour le faire. En plus, je sais plus c'est dans quel podcast ou quel enregistrement j'avais entendu que vous étiez vraiment hyper pointilleux sur tout et que un auteur, en tout cas, quand il proposait un jeu chez Playpunk, fallait qu'il soit prêt à continuer à travailler son développement au maximum pour que le jeu soit en tout cas le plus parfait possible à vos yeux et à ses yeux. Ouais, c'est pas une blague, on prévient les auteurs. Tu vois, quand on dit on a bien envie de faire votre jeu, on fait attention, disclaimer. Par contre là, le jeu que vous nous avez proposé, il est bien, mais il n'est pas fini. On va le décortiquer, on va le démonter jusqu'à la plus petite pièce pour être sûr que il n'y a pas un micro boulon qui pourrait être d'un meilleur calibre et que le jeu soit encore mieux. Donc on prévient que les 2 jeux qu'on a signés, franchement, le prototype, c'était déjà solide, tu vois. Les jeux, ils étaient là, et c'est pour ça qu'on les a signés très vite, c'est parce que le concept, il était là, il était cool. Mais même Captain Flip, qui est un jeu très très simple, on a presque tout cassé. Il y avait que 2 plateaux, il n'y en avait pas 4. Sur les 9 personnages, il y en a 5 ou 6 qui ont changé finalement. Donc en fait, on met vraiment tout à plat et on challenge à mort les auteurs pour qu'ils s'arrêtent pas. Ouais, le jeu, il est bien. On veut pas un jeu qui est bien, quoi. On veut un jeu qui est bon, on veut un jeu qui est excellent au minimum, quoi. Donc forcément, ça demande du travail. Et effectivement, on prévient les auteurs. Attention, nous, on va pas le signer et vous rappeler dans 6 mois quand la boîte sera prête, quoi. On va vous faire travailler pour avoir le meilleur jeu que vous puissiez donner, quoi. Après, si Zenith a la même réussite que Captain Flip a eu, je pense que les auteurs ils seront d'accord avec ça à chaque fois, quoi. Ouais, et tu vois,
pour avoir croisé pas mal d'auteurs, moi j'aime bien être impliqué jusqu'au dernier millimètre de réglage, mais tu as aussi toute une catégorie d'auteurs qui, une fois qu'ils ont trouvé un éditeur et avec un concept qu'ils aiment bien, où ils laissent terminer l'éditeur, tu vois, ils vont dire choisissez un thème par exemple, moi je m'en fiche, si vous voulez régler que ça soit jouable à 5, allez-y. Il y a vraiment plein de sensibilités différentes entre les auteurs et les éditeurs, tu vois. Donc c'est aussi pour ça qu'on prévient, on dit nous attention, on va pas finir le jeu sans vous, on va vous demander de donner le meilleur de vous-même, quoi. Et on prend vraiment énormément de temps et d'énergie à faire ça. C'est peut-être aussi, comme tu disais, toi, t'avais été parfois déçu pour certains jeux d'avoir été mis un peu à l'écart pour certains développements, et c'est peut-être pour ça aussi qu'avec Playpunk, quand tu développes un jeu, tu le développes à fond et t'essaies de mettre tout le monde un peu team building pour que ça soit un truc construit, quoi. Et je te dirais même, on fait attention à bien, parce que des fois on s'emballe, tu vois, avec Thomas, on commence à jouer, on dit il faudrait changer ça pour que ça soit bien, si on change l'action comme ça, c'est super bien, puis à un moment on fait oula, attention, on est en train de changer des trucs. C'est quand même le boulot des auteurs. Donc on fait gaffe à dire aux auteurs, on a réfléchi à ça, testez-le, dites-nous ce que vous en pensez, parce qu'on n'est pas en train justement de les déposséder et de finir nous le jeu, tu vois. Et même s'il y a des auteurs qui seraient à nouveau OK avec ça, quoi. Mais nous, l'intérêt, c'est que tout le monde soit satisfait du jeu à la fin, et que quand on pense avoir une bonne idée, on l'impose pas, quoi. On essaye de convaincre, on dit testez-la, on pense que c'est vraiment bien, mais à vous de nous dire, quoi. Et globalement, ça se passe plutôt bien. Si l'idée est vraiment solide, il n'y a pas de raison qu'elle ne plaise pas aux auteurs. Les seuls cas où il peut y avoir des soucis, c'est s'il y a des soucis d'ego. Donc là, faut faire juste attention à ça. C'est pour ça qu'à nouveau, on prévient les gens avec qui on travaille, et pas que les auteurs, tu vois, les illustrateurs et tout, on les prévient. On fait, on est pénible, on va venir chipoter des trucs. On vous le dit dès le début. Donc si ça vous va pas, vous pouvez nous dire ça ne nous va pas, on ne travaille pas ensemble, on ne sera pas fâchés. Et si vous embarquez dans le bateau avec nous, vous allez ramer avec nous et on va ramer un moment, quoi. Après, c'est vrai, tu parles d'ego. On va dire qu'on travaille dans les mondes artistiques, que ça soit... moi, je travaille en montage avec des réalisateurs ou des producteurs, ou dans le monde du jeu, ou aussi dans le monde de la BD, on va dire dans tous les mondes artistiques. C'est vrai que les gens, les artistes, ont quand même un ego pas surdimensionné, mais un ego de ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que des fois, je sais que j'ai eu ce problème avec quelques réalisateurs où c'était pas bon, mais vu que c'était son image, pour essayer de lui apporter la chose, des fois, il faut essayer de trouver le bon angle pour que ça passe. Et surtout que quand c'est de l'ego qui s'en mêle, ça va rarement servir le projet, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on fait attention à ça, et c'est aussi pour ça que tu discutes avec les gens et tu essaies d'avoir un bon feeling avec les gens, toi. Parce que tu le sens quand même, les gens qui vont être trop attachés à des trucs ou qui vont pas être objectifs sur des retours que tu vas leur faire, toi, tu le sens, ça. Avec l'expérience, en plus, tu sais un peu le détecter. Donc, on fait surtout attention à ça. Et à nouveau, on n'a jamais la prétention de dire faites-nous confiance, on est meilleurs. On va tout démonter parce qu'on part du principe que plus on bricole chaque pièce, plus la machine à la fin sera bien. Et on s'en fout que finalement cette pièce-là, c'est l'éditeur, l'auteur ou peut-être l'illustrateur ou peut-être un testeur qui a eu l'idée de la changer. En fait. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, on ait un super moteur, quoi. Et finalement, le rôle de chacun à la fin, on s'en fiche, quoi. C'est sûr. Après, ça serait quand même là, on va arriver aux sélections des As d'or. Ça serait quand même pour l'histoire quand même assez beau que le premier jeu que vous sortez soit sélectionné. Je sais pas s'il va gagner, mais il a des chances. Ça serait quand même en tout cas beau pour un premier jeu, quoi. Ouais, bien sûr. Je t'avoue qu'on était nommé au Spiel des Jahres, on n'a pas gagné malheureusement. C'était marrant, ça m'aurait fait plus plaisir de gagner le Spiel des Jahres avec Captain Flip que j'ai eu de plaisir à le gagner avec des jeux à moi, en fait. Parce qu'à nouveau, quand tu fais un jeu en tant qu'auteur, le temps qu'il sorte, le temps qu'il soit nommé à des prix, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as peut-être bossé sur 15 projets. Ouais, t'es déjà passé à autre chose, quoi. Donc ça te fait plaisir, mais ta tête, elle est déjà dans d'autres trucs. Quand tu es éditeur et que tu es nommé à un prix, le jeu, il vient de sortir, donc ça veut dire que tu es encore en train de bosser pour trouver des distributeurs, pour faire de la com, pour faire des démos, tu es encore à fond dans le projet. Donc le fait d'être nommé à un prix, je trouve, a vachement plus d'impact émotionnel quand tu es éditeur. En tout cas, moi j'en ai plus de ce côté-là parce que je suis pas passé à autre chose, tu vois.
Alors là, Captain Flip, si c'est nommé à Cannes, ça commence à faire 1 an. Donc là, d'accord, on est plus focus sur Zénith. Tu vois, là, il y a vraiment 1 an. Mais au moment où Captain Flip est nommé au Spiel, c'est genre 3 mois après la sortie. Nous, on est encore en train de faire des rendez-vous toutes les semaines pour trouver des partenaires pour distribuer le jeu à l'étranger. Tu vois, on est en train de réfléchir. On est en train de penser Captain Flip tous les jours, quoi. Là où quand t'es auteur, t'es déjà passé, déjà passé à autre chose. D'après, quoi. Et je sais pas si c'est un choix, mais par exemple, Captain Film et Zénith, comme tu disais, de distribuer à l'étranger, et j'ai vu qu'il n'y a aucun texte. Donc en fait, je sais pas si ça a été un choix pour faciliter aussi, ou ça a été pensé ou pas du tout, pour aussi avoir une vision internationale facilitée. Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, là, quand t'es éditeur, ça fait partie quand même du boulot. Sur Zénith, pendant très longtemps, on coexistait 2 versions. On avait 2 prototypes, une version texte, une version icono, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont moins à l'aise avec l'iconographie, il y a des gens qui sont moins à l'aise avec le texte. Donc on a vraiment testé les 2 versions. Et un des facteurs qui fait qu'on a décidé de faire de l'icono, c'est ce que tu dis, c'est un facteur d'économie d'échelle. C'est quand tu mets du texte, si tu vends dans 20 pays, faut gérer les traductions dans les 20 langues. Il faut pas te planter dans les fichiers à l'usine, que l'usine elle imprime bien dans les boîtes italiennes le texte en italien. Donc c'est sûr que quand tu fais que la règle qui est en texte, c'est plus facile à gérer et tu as une économie d'échelle en termes de production. Sur Playpunk, je pense avoir fait à peu près le tour de la... Ouais, j'ai pas de méga reveal on a trouvé le 3e jeu, parce que pour l'instant on n'a pas trouvé, on cherche, quoi. En plus, j'avais vu un peu dans l'histoire de Playpunk que c'était un peu sur un coup de tête sur... je crois que c'était Régicide ou un truc comme ça. Ouais, qui sort... En plus, j'ai vu... Il est sorti chez Yellow, là, le genre ce mois-ci. Il était sorti chez Denver en premier, ils l'ont localisé là chez Yellow. C'est un jeu néo-zélandais à la base et que Thomas a rencontré un peu par hasard, et on a adoré ce jeu, et on avait essayé de négocier de l'éditer nous-mêmes, parce que personne en France voulait l'éditer à l'époque, et on n'a pas réussi à avoir les droits avec les auteurs, notamment parce que nous on voulait l'éditer, mais pas de la façon dont il est édité. On avait notre vision à nous, et du coup ils ont pas été partants pour bosser avec nous. Et à la base, on voulait juste éditer ce jeu-là. Et comme on l'a pas eu, du coup, et qu'on avait déjà lancé la machine. Une fois qu'on avait lancé la machine, on a dit bon, tant pis, on va chercher un autre jeu, et on est tombé sur le prototype de ce qui est devenu Captain Flip Hyson, et du coup, on a fait celui-là, il nous plaît vraiment, on fait celui-là, quoi. Moi, j'ai vu aussi en tant qu'auteur, tu faisais beaucoup de co-auteur, t'étais très souvent, c'est quelque chose que t'aimes bien faire, travailler en équipe. Ouais, c'est un truc qui est cool, c'est un truc qui est très franco-français d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de jeux qui sortent en co-autorat parmi les auteurs français, et que c'est un truc qui se fait beaucoup moins à l'étranger, un petit peu aux États-Unis quand même. Moi, il y a plusieurs raisons. Il y a déjà que moi je bosse dans un atelier où on est plusieurs auteurs, donc forcément on est plus susceptible de discuter ensemble, d'avoir des idées ensemble et de les travailler ensemble. Et puis il y a ce truc c'est quand même intéressant d'avoir un contrepoids quand tu bosses sur un projet. D'être 2, ça permet d'avoir des échanges quand même plus riches, tu vois, d'avoir quelqu'un qui challenge, qui dit t'es sûr, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, moi je pense qu'il faut plutôt faire comme ça. C'est des trucs où quand t'es tout seul, c'est plus délicat, tu peux foncer dans un sens pendant longtemps avant de réaliser compte que c'est pas la bonne idée, quoi. Quand tu travailles avec quelqu'un d'autre, souvent celui qui se plante, il va être rectifié par celui qui regarde, et ainsi de suite. Donc il y a une espèce de ping-pong qui fait que c'est souvent gratifiant de bosser à 2. À plus, c'est plus vite le bordel quand même, faut bien le dire, pour se mettre d'accord, mais à 2, c'est un nombre qui marche bien. Et moi, ce que je te disais tout à l'heure, j'ai grosso modo un projet solo que je fais à ma vitesse. Je suis plutôt lent, mais j'ai toujours un jeu que je travaille tout seul, et qui me prend le temps qu'il me prendra. S'il prend 3 ans, il prend 3 ans. Et à côté, j'aime bien avoir 1 ou 2 jeux en collaboration. Et là, souvent, ça va plus vite, parce que quand il y en a un qui bosse pas dessus, l'autre fait au fait, j'ai réfléchi. Et du coup, c'est plus dynamique dans le développement. C'est pour ça que t'avais créé à l'époque la cafetière, ou c'était juste parce que tu avais besoin d'un lieu pour travailler? À la base, c'était vraiment pour ça, ouais. À la base, je voulais vraiment, avec mon épouse qui est indé aussi, on voulait vraiment un local pour plus bosser à la maison, notamment quand on a eu notre fils, quoi. Parce que littéralement, je bossais au grenier, elle bossait à la cave. Mais littéralement, quoi. On avait un chacun son étage, quoi. Au grenier, à la cave, quoi. Et à un moment, on a dit, bon, ça suffit, quoi. Et c'est à ce moment-là que le projet de la cafetière est né. Et puis, année après année, parce que maintenant, ça fait 10 ans, on a fêté les 10 ans, il y a d'autres auteurs du coin qui nous ont rejoints. Et là d'ailleurs,
on est plein, quoi. On peut plus, il faut pousser des murs. Là, on commence à être même un peu serré. C'est vite le boxon. On peut pas enregistrer de podcast en journée là-bas. Il y a trop de bruit, quoi. Du coup, ça fait un peu résidence d'auteur. Ouais, alors résidence. Souvent, c'est des gens qui viennent de loin. Là, c'est vraiment ça ressemble plus à un coworking space, Okay. mais avec toujours les mêmes personnes, quoi. En gros. D'accord. C'est plus un labo, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est chouette parce que, tu vois, on mutualise du matériel. On a une imprimante qui fait du A3, donc c'est pratique pour les plateaux. On a une imprimante 3D. On a une réserve de pions. On a un stock de boîtes. Et puis, à nouveau, quand tu fais ton proto tout seul chez toi. Du coup, tu me disais que tu avais du matériel en commun, c'était pour ça. Ouais, c'est ça. Je disais, le premier truc, c'est qu'on partage du matériel, imprimante 3D, des pions, des boîtes, ce qu'on veut. Et puis surtout, on est au moins 4 n'importe quel jour pour tester un prototype dès qu'il est prêt, quoi. Donc à nouveau, plutôt que de tester que tous les week-ends avec une bande de potes qui, eux, sont au travail la semaine, là, on peut arriver à faire 3 itérations d'un même jeu dans une semaine, et en plus avec d'autres auteurs, donc avec des gens qui sont susceptibles de t'apporter des retours forcément pertinents, parce qu'ils réfléchissent et ils pensent un peu comme toi. Ok, et du coup, c'est un peu pour ça aussi que t'as créé Kaidama, l'équipe Kaidama avec... Ouais, il y avait un peu de ça aussi. C'était une époque où on commençait à nous proposer des jeux de commande, avec Ludovic Maublanc, avec qui à l'époque, j'avais fait un jeu sur l'attaque des Titans. Et on s'est aperçu qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui disaient ouais, on aimerait bien un jeu sur telle licence ou patati patata. Et on s'était dit ça c'est pas inintéressant de créer une structure pour répondre à cette demande, notamment parce que c'est des demandes où souvent il faut aller vite. Quand c'est une licence, il y a une fenêtre de tir qui est assez réduite. Et du coup, parce que généralement, tu as genre 6 mois pour proposer un jeu dans la licence, sinon tu perds la licence, donc ça peut être compliqué pour un éditeur. Donc on s'était dit, être plusieurs sur ces projets-là, c'est intéressant pour les raisons que je disais, c'est qu'à 4, déjà on est assez pour tester à peu près n'importe quel jeu. Qu'on fasse un jeu 2 à 8, quand on est 4, on peut le tester. Et du coup, ça nous permettait de travailler plus rapidement sur des projets-là, quoi. Donc c'est pour ça à la base qu'on a fait Kaedama. Ok, et pourquoi Kaidama, ça vient de quoi le nom? Alors ça vient d'un voyage qu'on a fait ensemble au Japon tous les 4, et c'est lors de ce voyage, on est allé au Tokyo Game Market, qui est un salon de jeu à Tokyo, et c'est pendant ce voyage qu'on a commencé à se dire, est-ce qu'on bosserait, on s'entend bien, est-ce qu'on montrait pas une structure ensemble justement pour répondre à ces jeux de commande. Et le Kaedama au Japon, c'est quand tu demandes un râpe de nouilles dans ton ramen. Quand tu as fini ton ramen, t'as pas bu le bouillon, mais tu reveux des nouilles parce que tu as faim. Donc il y a un terme en japonais où tu recommandes des nouilles que tu remets dans le même bouillon, ça s'appelle un Kaedama. Et ça nous faisait rire parce que du coup, je te dis, l'idée est plutôt née au Japon, et il y avait ce côté, quand vous voulez développer un jeu, on peut arriver derrière et remettre une ration de développement, parce que c'est ce qu'on sait faire, et vous aider à ce que ça soit encore plus savoureux à la fin, quoi. Comme tu disais, il y avait plein de commandes, mais moi il y a surtout deux projets que je retiens et que je trouvais cool, comme le projet que vous avez fait avec Gregame lors d'une Game Jam. Je trouve que l'idée est quand même intéressante, et j'ai regardé un peu le reportage, je trouvais ça cool comme idée. Bien, ouais. Ouais, il est cool. Ouais, c'était une chouette expérience, hein. C'était vraiment super intéressant. Et typiquement, tu pourrais le faire avec un auteur qui travaille tout seul, tu vois, mais en vidéo, t'aurais pas cette vie et toutes les interactions où on discute entre nous, où on n'est pas d'accord, où on se chambre et tout. C'était vraiment cool, et c'est possible parce qu'on était sur une petite équipe, quoi. Et à nouveau, ce que je disais tout à l'heure, le seul risque, c'est quand tu designes à 4, c'est difficile d'être raccord souvent, notamment s'il y a des soucis d'ego. Et nous, on y arrive assez bien, en fait. On est quand même à peu près synchro et complémentaires sur pas mal de choses, ce qui fait qu'on arrive à bosser à 4 en même temps sur le même jeu. Même si on le fait pas tout le temps, il y a des jeux chez Kaedama qui sont plutôt portés par un chef de projet dans les 4, et les autres participent au développement. Et puis il y a les gros projets comme Arceus ou comme Dead Cells plus récemment, où ça, moi, je signe jamais pour faire un projet de cette taille tout seul. Tu vois, c'est trop de travail, c'est trop d'implication. Là, c'est vraiment l'union fait la force, et il faut être plusieurs pour arriver à le faire. Alors, je dis faut. Nous, il faut qu'on soit plusieurs. Il y a des auteurs peut-être à qui ça ferait pas peur. Moi, je serais incapable de faire tout seul un aussi gros projet. Surtout qu'à nouveau, souvent, il faut le faire dans une fenêtre un peu ramassée, parce qu'il y a un financement, qu'il y a un plan de com. Et moi, jamais tout seul, je peux gérer un truc comme ça et être dans les temps. C'est pas possible. Surtout que
que Dead Cell, moi je trouve que vous avez quand même réussi, et il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi, de mettre un jeu vidéo en jeu de société. C'est quand même un exercice assez compliqué, et je trouve que c'est qu'on ressent l'essence du jeu vidéo dans le jeu. Vous avez du coup testé plein de fois le jeu vidéo, vous avez joué au jeu vidéo sûr, beaucoup pour essayer de comprendre l'essence du jeu. Et plus que ça, en fait, on a fait Dead Cell parce on avait tous les quatre déjà joué aux jeux vidéo et globalement, c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé, sur lequel on a tous passé beaucoup d'heures. Et c'est aussi pour ça qu'on était ultra motivés pour se faire ce projet. Et parce que, comme tu dis, et c'est souvent un biais qu'il y a avec les jeux à licence, il y a souvent les jeux à licence de jeux vidéo, en tout cas, il y a souvent des transpositions un peu plaquées de les gens qui essayent de refaire le jeu vidéo en jeu de société. Et en fait, ça marche pas parce qu'un jeu vidéo, c'est pas un jeu de société. Souvent, c'est solo. Souvent, la machine, elle gère plein de trucs. Donc, nous, on aime bien, et c'est un chouette défi, on aime bien comment on peut transposer l'univers et l'expérience du jeu dans un jeu de plateau, mais on fait pas Dead Cells, quoi. On n'est pas en train de donner des coups d'épée. Et voilà, c'est pas possible, ça prendrait trop de temps. Donc, on aime bien ce côté transposition d'un média à l'autre. Ouais. Bah, pour moi, l'idée que vous avez gardée, et que c'est l'idée roguelike qui est très très rare en jeu de société, le fait de perdre pour gagner, c'est rare en jeu de société, comme énergie, quoi. Tu vois, on a vachement réfléchi à comment on peut le faire pour que ça soit facile d'une partie à l'autre si tu as rangé ton jeu, pour pas que tu aies oublié les morceaux que tu avais sauvegardés. Donc, tu vois, ça posait plein de défis. Et des défis aussi de matériel. Alors c'est un jeu où il y a beaucoup de matériel, mais finalement pas tant que ça pour un jeu qui est roguelike, quoi. Et ça, ça a été un sacré challenge. Du coup, pour toi, quel était ton premier lancer, c'est-à-dire le premier jeu auquel tu as joué, qui a un peu lancé ton amour pour le jeu? Ah, ça c'est pas évident. Quand j'étais gamin, je jouais à un jeu qui s'appelait Battletech, qui était un jeu de combat de robots, où j'ai énormément joué. Mais ça, c'est plutôt quand j'étais gamin. Et moi, comme pas mal de gens de ma génération, j'ai énormément joué à Magic, en fait, quand ça arrivait en France. Donc c'est sorti en 93. Moi, à partir de 95, là, on commençait à trouver des boosters dans la boutique du quartier. J'ai énormément joué à Magic à ce moment-là. Je faisais beaucoup de jeux de rôle avant. Et au moment où Magic est sorti, on a tous commencé à jouer qu'à Magic. Et pendant très longtemps, j'ai joué qu'à Magic avant de revenir vers d'autres choses. Mais c'est sûr que Magic, c'était un jeu important. Un autre jeu qui a été très important, c'est Puerto Rico, en fait, qui est le premier jeu un peu gamer auquel j'ai joué à l'époque où j'ai commencé à aller dans les clubs de jeux. Et c'est vraiment un jeu qui m'a mystifié, quoi. J'ai trouvé ça incroyable. Quand j'ai joué à ce jeu-là, vraiment, j'ai fait waouh, on peut faire ça avec du carton et des cartes, quoi. C'est incroyable tout ce qui se passe dans ce jeu-là. Ça a vraiment été un jeu super important qui m'a donné envie de faire du jeu de société. Après, il y en a d'autres à moins grandes échelles, mais clairement, oui, Magic, ça m'a pris tellement d'heures que c'est sûr que ça a été important, consciemment ou pas, ça a été énorme, quoi. Bah, c'est vrai que Magic, on va dire pour beaucoup de personnes, c'était important, et même j'ai l'impression que ça a marqué toute une génération, et on le ressent dans les jeux qui sortent aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de jeux essence Magic ou qui prennent un peu de l'état d'esprit Magic. Ouais, parce que maintenant, je pense que en plus dans les sociétés, dans les boîtes de jeux vidéo, t'as des gens de ma génération qui du coup ont grandi, ont joué à Magic quand c'est sorti parce que ça a été un raz-de-marée, ont grandi avec les consoles Nintendo, Sega aussi, et du coup se retrouvent maintenant à des postes dans des boîtes comme ça. Donc forcément, ça ressort. Ouais, dans les boîtes d'animation, c'est pareil. Tu commences à voir tous les gens qui ont grandi avec du Disney ou du manga qui du coup ont des postes dans ces boîtes-là parce que maintenant c'est des gens un peu plus âgés et qui ont des responsabilités et qui retransmettent les trucs qui les ont marqués plus jeunes, quoi. Donc c'est chouette, quoi. Mais voilà, je dirais les Battletech, Magic, j'ai dit quoi, Puerto Rico aussi, incroyable, le Poker des cafards aussi qui est un jeu qui est souvent pas très connu, pourtant qui est toujours dispo en français. Moi j'ai fait beaucoup de parties de Poker des cafards. Voilà, je peux citer ça aussi. Et y a-t-il des jeux qui ont marqué des étapes importantes de ta vie en tant qu'auteur ou en tant que personne? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont marqué en tant qu'auteur à part ces jeux-là? C'est une bonne question. Je suis pas sûr en fait.
Parce que généralement, en fait, je suis plus nourri par les trucs qui sont pas des jeux de société quand je bosse sur des jeux. Et tu vois, inversement, j'écris un peu de la BD ou du jeu de rôle, et du coup, je suis plus nourri par les autres médias. J'essaye de pas me nourrir dans le même média pour arriver avec mes propres idées. Mais je suis pas sûr qu'il y ait eu des jeux vraiment majeurs plus loin. Alors, après, si tu veux des anecdotes rigolotes, moi, je déteste Dominion, par exemple. Dominion, je suis le premier à dire que ça a été vraiment une révolution, un jeu majeur du jeu de société moderne. Mais je déteste ce jeu, je me suis jamais amusé à ce jeu-là, quoi. Je l'aurais jamais signé, je pense. Enfin, si, je l'aurais signé, en fait, parce que le concept était brillant, mais je l'aurais jamais fait comme ça, en fait. Donc ça c'est rigolo, tu vois, c'est un jeu majeur, mais en tant que joueur, j'aime pas du tout, tu vois. Ça, je peux te trouver des trucs un peu rigolos comme ça, et qui du coup sont un peu des jeux marquants, parce que forcément j'ai eu une réaction qui est à l'opposé on va dire, de l'accueil qu'ils ont reçu, quoi. Mais à part ça, je suis pas certain qu'il y ait des jeux qui t'ont marqué. Et est-ce que dans ta ludothèque, même si c'est pas forcément les meilleurs jeux, ouais, y a-t-il des jeux qui sont un peu madeleine de Proust, qui ont une importance sentimentale ouais, pour alors toi? ça, par contre, j'ai des jeux qui sont pas forcément des jeux très connus, que moi j'aime beaucoup et que je rejoue régulièrement. Je peux te citer, en français, c'est Dans l'ombre de l'empereur, Im Schatten des Kaiser en allemand, qui est un jeu allemand qui est sorti, je ne saurais pas te dire, dans la fin des années 2000, quoi, et qui est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, mais qui a jamais eu un très grand succès, alors que je trouve que c'est un jeu qui est brillant, qui a vraiment des mécaniques super originales, un thème qui a un peu vieilli, parce que c'est des familles nobles dans les Landers à l'époque en Allemagne, donc c'est pas le thème le plus sexy du monde, et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il y a Blood Bowl Team Manager aussi, qui est un jeu qui est plus édité, qui était un deck building, placement de cartes sur la thématique de Blood Bowl, que je trouve assez brillant. C'est un jeu que j'ai gardé avec les extensions, où je ressors une fois par an sans souci. Et j'ai gardé plusieurs jeux d'Alex Randolph que je trouve incroyables. Ciao Ciao, je sais pas si tu as déjà joué à Ciao Ciao, qui est un jeu de bluff incroyable. Phantom contre Phantom aussi de Randolph, qui est d'une pureté. Donc ça, ouais, j'ai quelques jeux qui sortent. Tu vois, je vais y jouer une fois par an, mais je les garde parce que je sais que j'y rejouerai l'année prochaine, même si j'en fais qu'une par an. Ça, j'en ai quelques-uns. Ils sont dans un coin chez Ouais, toi. ouais, j'ai pas une très grosse ludothèque, hein, d'ailleurs, mais il y a vraiment les jeux auxquels j'ai beaucoup joué, et il y a ces jeux-là que j'aime beaucoup, même si j'y joue qu'une fois par an, quoi. Et du coup, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un jeu que tu sors le plus de ta ludothèque? Écoute, ça varie beaucoup. Là, je t'avoue que l'année écoulée, c'est surtout les jeux Playpunk que j'ai énormément joué et mes protos. Il y a une époque, je ne l'ai pas cité, il mérite, il y a eu Race for the Galaxy. Ouais, Race for the Galaxy, j'ai fait des dizaines et même des centaines de parties physiques, sans compter les parties online. Donc ça a été un jeu que j'ai beaucoup. Et tu vois, mais j'y joue plus, mais faudrait que j'y rejoue, parce que ça, j'ai gardé la boîte aussi, c'est excellent. En ce moment, je joue pas mal en famille à Cthulhu Death Medai de Rob Davio et Eric Lang, qui est un gros jeu de figurines à l'américaine que j'aime bien, parce qu'il y a vraiment des très bonnes idées de design, et tu joues un peu des scénarios à la suite, et on les joue en famille, et avec mon gamin, on se régale. Donc il y a ça que je sors beaucoup en ce moment. Et sinon, bah, c'est beaucoup des protos, hein. Le reste, forcément, c'est du proto, Oui. quoi. Déjà, quand tu as pas mal de protos, que ça soit en tant qu'auteur, Ouais. que ça soit auteur perso, auteur Kaedama, éditeur, tu as déjà pas mal de protos à tester avant de tester. Le plus, c'est ça, mais voilà, je t'ai dit, on a beaucoup joué à The Crew, tu vois. The Crew, je trouve ça brillant aussi. C'est un jeu qu'on ressort régulièrement. Caro Combo aussi, qui est moins connu en France, qui est un super jeu de cartes que je trouve brillant, que je joue régulièrement. On y joue, parce que j'y joue plusieurs fois par an sans souci. Donc il y aurait ceux-là aussi qui me viennent en tête, quoi. Je sais pas si tu regardes un peu ce qui se fait partout. Est-ce qu'il y a un jeu que tu attends de voir ce qu'il va donner? Est-ce qu'il y a un jeu que j'attends? Alors attends, je suis sûr qu'il y en a. Est-ce que je vais les retrouver comme ça? Qu'est-ce qu'il y a que j'attendais cette année? Non, les jeux que j'attendais cette année, ils sont déjà sortis. C'était The Gang et le jeu de pli coopératif du Seigneur des Anneaux, mais ça y est, ils sont disponibles. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui n'est pas sorti que j'attends? Je voyais bien ces deux-là, mais ils sont sortis tous les deux. Là, comme ça, j'en ai pas d'autres, non.
Je crois pas. Si ça me revient, je te le dis, mais c'était ces deux-là, c'était The Gang, qu'on a essayé de signer, mais on arrivait trop tard avec Pépin qu'il était déjà signé. Ouais. Là, on l'aurait signé au bout d'une partie. On y a joué dans un salon aux États-Unis, au Proto. Et ça, on a dit. On s'en dit. On l'aurait c'est vrai que The Gang, il a l'essence des jeux que vous avez fait, qui est simple, efficace. C'est super bien. T'expliques une fois les règles. Et c'est bon, on y va, tout le monde a compris et on s'amuse. Ça, on est arrivé trop tard. C'est vrai qu'il a l'essence des jeux que vous faites. Ouais. Et on était trop lent, on est pas assez rapide, c'était déjà signé. Ouais, je pense qu'il y avait une liste assez longue de personnes qui étaient dessus. Ouais, puis du coup, tu vois, en plus c'était des auteurs américains et tout, donc on n'était pas les premiers dans le paramètre pour les voir passer en premier, quoi. Mais dès qu'on y a joué, on a fait oulala, ça va cartonner, ça. Mais c'était déjà signé à ce moment-là. Je rebondis sur ça. Toi, quand tu fais des jeux, est-ce que tu as tes éditeurs préférentiels ou si tu te dis, bon, j'ai fait ce jeu-là, je pense que c'est plus cet éditeur, ou j'ai fait ce jeu-là, c'est plus cet éditeur. Ouais, alors il y a une partie qui est du ciblage. Hein. Tu te dis, bon, ça, c'est le genre de jeu qui peut plaire à telle personne. Il y a aussi des gens avec qui j'ai pas travaillé, que comme je les côtoie, hein, c'est quand même un petit milieu où j'ai envie de travailler. Toi, typiquement, je peux te donner un exemple concret. Catch-up, qui fait d'ailleurs de l'excellent travail, hein, qui a eu plein de succès récemment. C'est des gens que je connais depuis longtemps, Clément et Seb. Si j'ai un proto et qui colle à ce qu'ils font, clairement, ça me fera plaisir de leur montrer, parce que ça me plairait de bosser avec eux. Donc, tu vois, il y a ce côté-là, il y a les gens, humainement, je sais que ça va bien se passer, en fait, ça me donne envie de bosser avec eux. Et puis après, moi, le problème, c'est que j'ai fait beaucoup de jeux de gamme, donc là, forcément, tu travailles avec le même éditeur de fait, quoi. Et généralement, c'est que ça se passe bien, parce que si j'ai rebossé des jeux dans le gamme, c'est qu'a priori, ça s'est bien passé, tu vois. Donc voilà. Surtout, rien que Seven Wonders, en vrai, il doit en avoir un qui sort peut-être tous les ans ou tous les 2 ans. Ouais, c'est ça. Donc là, forcément, Repo Production, ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble, donc voilà, bien sûr, quoi. Mais je te dis, l'exemple concret qui me vient, c'est par exemple Catch-up, parce que j'aime bien ce qu'ils font et que j'aime bien les gens qui sont derrière. Tu vois, je sais que s'il y a un moment j'ai un proto qui peut coller, ça sera certainement un des premiers que j'irai voir avec ce proto-là. Ouais. On va du coup faire la dernière partie qui est un peu un petit jeu. Okay. T'arrives sur une île déserte qui est pas vraiment déserte, un peu à la Lost. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a d'autres tout seul sur l'île et sur cette île t'as le droit de ramener 5 jeux et pas un de plus. Okay. Le premier c'est The Mind, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est peut-être tout à l'heure à ta question de est-ce qu'il y a un jeu qui t'a marqué en tant qu'auteur, peut-être que j'aurais dû citer The Mind. Tu vois, maintenant The Mind c'est pour moi c'est un des plus brillants designs des dernières années, quoi. Parce qu'en fait il y a quasiment aucune règle et il se passe tellement de choses à une table de jeu en termes d'émotion que je trouve ça incroyable, quoi. Donc le premier je pense que c'est The Mind. Ensuite, ça serait plutôt des petits jeux. Je pense que je prends The Crew. En gros jeu, je prends un autre jeu que j'ai pas cité qui serait Thunder Road Vendetta, un gros jeu à l'américaine que je trouve vraiment excellent chez Restoration Game. Ça fait 3. Je pense que je prends un Roll and Ride parce que j'aime bien ça. Sûrement Quicks qui reste celui auquel je joue encore. Simple, efficace. Ouais, j'adore. Qui était nommé au Spiel la même année qu'Anabi d'ailleurs, je l'ai découvert en même temps. Et un 5e, elle a un truc intermédiaire peut-être. Je pense que je prends Dune Imperium quand même, on n'en a pas parlé, mais putain, Dune Imperium c'est quand même vraiment très très bien, quoi. Ouais, c'est. Je prends Insurrection, c'est encore mieux. Dune Imperium, Insurrection. C'est Insurrection? Non, c'est Uprising, ouais, c'est Insurrection en français. Je prends peut-être la boîte de Dune Imperium, Insurrection. Si j'ai le droit de mettre les extensions dedans, je glisse les extensions dedans, quoi. Il y a de la place dans la boîte. Voilà, je mets tout dans la même boîte et ça. On fait des inserts et on C'est quand même vraiment un super jeu. Et c'est super intéressant ce jeu. Je sais pas si on a trop le temps, mais juste 2 mots sur ce jeu-là. C'est que c'est un jeu qui, mécaniquement, n'a pas grand-chose d'original. Tu poses des employés, tu fais du deck building, tu marques des points, des trucs qu'on a vu des milliards de fois. Mais la manière dont c'est agencé, c'est super bien en fait. Il se passe toujours des choses. C'est un des jeux où nous on finit la partie, on est debout au-dessus du plateau pour guetter notre prochain coup. Je trouve que c'est incroyable. Alors que si tu le démontes en mécanisme, il y a du deck building comme d'hab, il y a du placement d'ouvriers comme d'hab et tout. Mais la façon dont c'est agencé, c'est brillant, quoi. Après, moi, cette année, ce qui est pas du tout dans la même gamme, mais par exemple Château Combo, qui est un jeu où, pareil, mécaniquement, c'est que des choses qu'on a déjà vues, mais quand tu regardes, ça fonctionne tellement bien que tu te dis, en vrai, des fois, les choses... C'est pas un jeu qui m'a plus plu que ça. Et même pour te dire, c'est les auteurs de Zenith, hein.
Donc on a joué au proto à l'époque, ils nous avaient montré le proto, et nous sur le proto, on n'a pas été plus emballé que ça. Ce qui était sans doute une erreur parce qu'ils en vendent plein, donc éditorialement c'était sans doute une erreur de ne pas être emballé, mais tu vois, c'est pas un jeu qui nous a emballé. Là où en même temps on a joué à Zénith des mêmes auteurs où on était ultra emballé, quoi. Mais je suis d'accord que Château Combo c'est un gros succès, ça plaît beaucoup parce qu'il y a cette immédiateté et tout. Ce qui me plaît moins, c'est que c'est un peu plan-plan, c'est des combos, en fait c'est des jeux auxquels j'ai trop joué. En fait, c'est un style de jeu qu'on peut faire un tableau et faire interagir des cartes, tu vois. C'est un truc auquel moi j'ai trop joué parce que je joue depuis trop longtemps, mais je vois tout à fait pourquoi ça plaît beaucoup, parce qu'il y a tout ce panel de nouveaux joueurs, et pas que d'ailleurs, qui n'ont pas joué à des centaines de jeux comme ça, et du coup c'est super agréable parce que comme tu l'as dit, c'est immédiat, efficace, on s'amuse, ça va vite, les règles sont simples, on fait des points, on est content, quoi. Après, c'est vrai que la différence entre Château Combo et Zénith, c'est que je pense, c'est que Château Combo, bon, moi j'ai apprécié, même si j'ai reconnu plein de mécaniques de plein d'autres jeux dans ce jeu, mais c'est un jeu que j'ai fait 20 parties, et après j'ai cassé le jeu, j'ai compris comment tout le temps gagner, et je passe à autre chose, et c'est pas un jeu, je pense, qui a une longue durée de vie. Ouais, c'est possible, je peux pas te dire, j'ai pas assez joué, mais sans doute que oui. Et puis à nouveau, ce qu'on n'a pas dit, c'est Catch-Up, c'est très très bien édité, quoi. Oui. L'édition, j'ai rien à dire, quoi. C'est propre, les illustrations sont chouettes, c'est le bon format, c'est pas vendu trop cher, enfin, c'est du bon boulot, quoi. J'ai absolument rien à reprocher à ce jeu, quoi, pour le coup. C'est vrai que ça m'a fait vibrer en tant que joueur, mais à part ça, j'ai rien à lui reprocher, quoi. C'est vrai que c'est compliqué, beaucoup de personnes n'ont pas forcément ça en tête, mais quand on édite un jeu, il n'y a pas que la partie le jeu doit être bien, c'est qu'il faut penser sa cible, son prix, la taille de sa boîte. Bien sûr. Et là, je te dis, pour moi, il n'y a pas d'erreur, quoi. C'est du bon boulot éditorial, vraiment chapeau d'ailleurs pour l'éditeur, quoi. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour cette heure passée avec moi et passée avec nous. J'espère que tu as apprécié. Ouais, et on se verra peut-être à Cannes, et j'espère qu'il vous restera, que j'arriverai pas trop tard pour acheter ma petite boîte de Zénith, parce que je l'attends avec impatience. Normalement, on va avoir un peu de stock. Enfin, en tout cas, le plan, si tout se passe bien, c'est un peu compliqué au niveau délai, mais on devrait avoir quelques piles de boîtes à Cannes si tout va bien. Ouais. Parce que je me rappelle l'année dernière sur Captain Flip, on est passé, on s'est dit avec ma femme, ouais, on va le prendre après, on est revenu, il y avait plus d'après. Hein. Tu sais, c'est un truc qui a vachement changé, c'est que tu vends beaucoup plus de boîtes qu'avant à Cannes. Avant, c'était des salons où les gens ils jouaient et tout, ils achetaient pas tant que ça. Et en fait, maintenant, les ventes ont vraiment augmenté. Et c'est vrai qu'on se laisse un peu surprendre. On n'imaginait pas qu'on vendrait aussi vite notre stock de Captain Flip. Là, du coup, je te cache pas que pour Zénith, on en prend beaucoup. Quitte à en ramener, tant pis, mais pour être sûr qu'on en Oui, comme ça vous donne. En vrai, si déjà vous en vendez beaucoup à Cannes, ça peut déjà. Après la sortie, c'est ok, quoi. Ouais, non. Parce que je sais pas, j'ai pas les chiffres, je me rends pas compte à peu près combien de boîtes peut être vendues sur un salon comme ça. Sur Captain Flip, je pense je veux pas dire de bêtises, de mémoire, on avait 500 boîtes. Mais tu vois, à l'époque de Seven Wonders, qui est un jeu qui a cartonné, je pense qu'à Cannes, on en avait vendu 200 à tout casser, quoi. Ah oui. Du coup, en fait, les chiffres maintenant, c'est parce qu'il y a plus de joueurs, et Cannes maintenant aussi, c'est blindé, quoi. Plus qu'avant, en fait. Avant, je dis, c'était de la démo, les gens achetaient pas forcément. Maintenant, tu vends des boîtes, donc on s'est fait un peu avoir. En fait, toujours pareil, les gens pensent qu'on fait exprès de tomber en rupture parce que ça fait du buzz, mais en fait, c'est pas vrai. En fait, quand les gens ils veulent le jeu, t'es toujours navré de pas pouvoir leur filer une boîte du jeu, en fait. Hein. Donc là, on va essayer d'être un peu mieux équipés, quitte à renvoyer des boîtes en trop si on n'a pas tout vendu, mais pour être sûr que tout le monde, enfin tous ceux qui veulent en avoir puissent en avoir en tout cas.